Bien bonsoir, Bruno Metsu repose à Yoff pour l'éternité. Le sélectionneur des Lions de la campagne de 2002 a rassemblé toutes les sensibilités à la levée du corps de ce matin. En fin d'émission, le journaliste sportif Aliou Goloko sera avec nous. Le premier vol en provenance de la Mecque atterrit avec un corps à bord. Salassar, originaire de Thiès, a eu un malaise à l'embarquement. Le ministère de l'Éducation a siégé ce matin. Des élèves professeurs de la FASTEF, de l'École des Arts et de l'ENSEPT exigent le recrutement pendant que la tutelle soutient avoir déjà comblé ses besoins en personnel. Le baccalauréat en langue arabe, première édition, plus de 2000 candidats étaient en salle ce matin. Bruno Metsu a été inhumé ce matin au cimetière de Yoff. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, quart de finaliste du mondial Corée-Japon 2002, a réuni en fin de matinée toutes les sensibilités de la nation autour de sa dépouille, la levée du corps qui a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar. Alioune Diagne, Chakidian John. Autorités étatiques, politiques, collaborateurs, anciens internationaux, bref, la grande famille du football sénégalais venue à la levée du corps de l'ancien entraîneur du Sénégal, Bruno Metsu, à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Au nom de tous mes coéquipiers de la génération 2002, je suis tout le peuple sénégalais qui te pleure aujourd'hui, comme il a pleuré Feu Mansour Wade, Gilles François Bocandé, Feu Delma Sagna et tant d'autres. Présentant nos sincères condoléances et apportant tout notre soutien à la famille. Ce ressortissant français a été distingué pour son apport lors de l'épopée de 2012. C'est le monde du football sénégalais et du sport en général qui est en deuil. Aujourd'hui, un vrai lion s'est endormi. Elle nous laisse le souvenir d'un homme dont la constance s'est inscrite sur plusieurs années. Nous ne pouvons en effet, en ces douloureux moments, nous empêcher de nous souvenir 2002 et de la Coupe du Monde. Suffisant souvenir pour prendre la mesure de la tristesse de tout un peuple. Sa famille s'est également réjouie de l'accueil triomphal que le peuple sénégalais lui a réservé. Vous avez été présents depuis la perte de Bruno afin de nous permettre de vivre sereinement cette douleur et d'être avec Bruno auprès des Sénégalais. Nous terminerons en remerciant tous les Sénégalais qui, chacun à sa manière, par les prières et un soutien permanent, l'ont accompagné tout au long de son combat. Encore une fois, un immense merci à vous et que Bruno repose en paix dans sa patrie, le Sénégal, terre de Teranga. Direction les cimetières de Yoff pour conduire coach Bruno à sa dernière demeure où l'ancien entraîneur est inhumé aux environs de 11h45 et que la terre de Yoff lui soit légère. Bruno Metsu, un modèle à suivre bien sûr aux yeux du président de la Fédération sénégalaise de football, un modèle aussi bien pour les entraîneurs que pour toute autre personnalité du monde du football au Sénégal. Voici Augustin Senghor. Il était un homme affable, ouvert et qui fonctionne non pas comme un entraîneur étranger qui vient dans un pays, mais comme un Sénégalais qui avait envie de rendre service à son pays. C'est donc cette image-là que j'ai gardée. Et aujourd'hui, en tant que président de la Fédération, avec les autres membres du comité exécutif, nous venons apporter l'hommage et la reconnaissance de la communauté du football du Sénégal pour tout ce qu'il a fait. Et au-delà de cela aussi, marquer notre reconnaissance pour le choix qu'il a fait d'être enterré ici au Sénégal, puisqu'il montre que les liens qu'il avait avec ce pays ne s'arrêtaient pas qu'au football, mais c'était des liens indéfectibles qui vont au-delà de la mort. Aujourd'hui, sur ce qu'il a montré en l'espace de 2 saisons qu'il a passé au Sénégal, il a pu faire franchir à notre football des paliers importants. Il a su
pousser les joueurs au-delà de leur talent. Et c'est ça un meneur d'hommes, c'est ça aussi que nous attendons d'un entraîneur national. Et forcément, nos entraîneurs doivent pouvoir s'en inspirer. Mais je pense aussi que tous ceux qui gravitent autour du football doivent s'inspirer de son état d'esprit, de sa philosophie. L'ancien Premier ministre dit avoir perdu un ami, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a entretenu, dit-il, des rapports amicaux même après son départ de la tête de la sélection nationale. Qui a fait que chaque fois qu'il a eu l'occasion d'entraîner une équipe dans les Émirats arabes, il m'a envoyé les équipements de ces équipes-là. Le Metsu était un homme bien. Il avait pu tisser des relations très solides au Sénégal. Il avait pris femme au Sénégal. La première d'entre elles, d'ailleurs, est ma cousine, Daba Ndiaye, qui m'avait mis en relation avec lui. Et nous avions scellé. Donc, avec sa disparition, le Sénégal perd sans doute le meilleur entraîneur sénégalais de tous les temps, parce que c'est lui qui a fait que le Sénégal a disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi c'est lui qui a amené le Sénégal à la Coupe du Monde. Un grand entraîneur, un ami, mais aussi un grand pédagogue, parce que sans doute qu'il n'avait pas fait plus d'études que les entraîneurs que nous avons eus, mais sans doute qu'il avait une pédagogie qui a mieux marché que la pédagogie utilisée jusque-là par les entraîneurs de football. Le domicile de la famille du Lion a été pris d'assaut par des amis, parents et sympathisants en déplacement qui témoignent de leur reconnaissance envers ce coach qui a fait rêver toute une nation à la patte d'oie d'Embandao d'Issa Prera. Patte d'oie bulleuse chez la belle famille de Abdou Karim Metsu, la tristesse reste le sentiment le plus partagé. Ses proches parents témoignent avec de l'émotion au bout des lèvres. Un petit témoignage sur Bruno, ça va être difficile, c'était quelqu'un de grand. Mais bon, on peut le dire généreux, gentil, écoutant. Il y a tellement de mots pour le définir que je n'ose pas utiliser un mot, un seul pour lui. C'est pas possible. Et Bruno, c'était plus le beau-frère, c'était vraiment le frère. Et sa disparition nous laisse vraiment orphelins. Et la seule chose qu'on puisse demander, c'est de prier pour qu'il puisse reposer en paix, hein, vraiment, et que toutes ces volontés qui ont été exaucées aujourd'hui se voient au niveau de sa famille et au niveau de ses enfants et de sa femme. Nombreux sont les Sénégalais venus partager la douleur avec la famille éplorée. Pour certains d'entre eux, l'homme Metsu était un Sénégalais à part entière et le restera à jamais. Une peine immense, la peine d'avoir perdu un ami et surtout celle d'avoir perdu un compatriote exemplaire. Et je puis ici témoigner, au-delà de son attachement qui a été matérialisé aujourd'hui par sa volonté d'être enterré au Sénégal, je puis témoigner que cela ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, quand il quittait le Sénégal, je pense avoir été la dernière personne avec qui il a discuté de son projet pour le Sénégal. J'étais avec lui le soir de son départ chez le président Abdoulaye Wade et il lui a soumis son vœu d'être en disponibilité pour une année et de revenir au terme de cette année, être à la disposition du Sénégal pour les conquêtes futures. Et cela en abandonnant le pont d'or qui lui était fait. En quelque sorte en divisant son salaire par 6. Bruno Metsu Abdou Karim, de son nom qui justifie à la fois notre présence et notre émotion, a honoré le Sénégal. Il a écrit avec nous l'une des pages les plus exaltantes de l'histoire de notre football. Il nous a fait rêver. Il nous faisait lever tous à l'aube pour regarder les matchs avec le décalage horaire. Et nous avons découvert que les Sénégalais pouvaient avoir un cœur de lion. Lui-même
avec sa belle crinière, symbolisait ce lion. Et c'est pour cela que la patrie de la Teranga, toute différence gommée, l'a adopté. C'est à la fois comme frère de foi que je suis là, mais aussi comme admirateur de son combat solitaire contre la maladie. Un combat que nous avons tous épousé, mais nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous partirons. Décédé le 16 octobre dernier en France suite à un cancer, Abdou Karim Metsu repose désormais au cimetière de Dakar, Yoff, conformément à ses dernières volontés. Sa dépouille est arrivée à Dakar hier dans la soirée. Les autorités étaient à l'accueil, celle du football de son ère également. De son vivant, c'est bien sûr son amour pour la liberté. Et dans ce sens-là, le respect qu'il avait pour les Sénégalais, l'amour qu'il avait pour les Sénégalais. Et dans ce sens-là, je crois que c'est un exemple qu'il a donné de cela quand il a décidé d'être enterré ici, c'est-à-dire de reposer en terre sénégalaise. Nous ne pouvons que l'en remercier vivement, remercier aussi toute sa famille qui a accepté cela, qui nous avait accompagnés largement, que ce soit au niveau de sa famille française, comme ici au Sénégal aussi. Nous les remercions vivement. Parce que Bruno, c'est un frère. Donc, ni affaire de régler. Abdou Karim Metsu, comme on l'appelle désormais, nous donne la preuve qu'il a partagé nos valeurs. Valeurs que nous devons à nouveau faire vivre. Ce sont des valeurs de solidarité, d'hospitalité, de bravoure, d'engagement, puisqu'il a été celui qui nous a donné le plaisir qu'on a eu en 2002 avec l'équipe de 2002. Je pense que c'est un signal assez important en direction de ceux qui sont en train de s'entraîner, de se préparer pour offrir au Sénégal une qualification en Coupe du Monde. C'est un signal qui indique tout clairement que nous devons à Metsu une victoire pour amener le Sénégal au Brésil. Et puis cette dernière au sujet de la mort du jeune Ibrahim Samb à Mbacké, Amnesty et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui exige une enquête pour élucider les circonstances de son décès. L'apprenti chauffeur de car rapide aurait été enfermé dans la malle d'un véhicule de police après une arrestation musclée, selon des témoins. Arrestation lors d'une opération justement de sécurisation. Ses camarades sont allés à l'assaut du commissariat de police de la localité. Des échauffourées s'en sont suivis. Abdoulaye Fam. Ça a été vraiment chaud le matin dans les rues de Mbacké. Les apprentis chauffeurs ont effectivement mis leurs menaces à exécution. Ils sont nombreux à descendre dans les rues pour s'en découdre avec les forces de l'ordre très minoritaires. Les manifestants ont véritablement régné en maître durant toute la matinée, principalement sur l'axe Mbacké-Touba. N'empêche, le commissaire Ousmane Diédhiou tente d'apaiser. Du côté de la famille de la victime, c'est la désolation. Il avait été appréhendé au cours d'une opération de sécurisation. Par la suite, c'est la police qui l'a battu à mort. Au moins, la police devait alerter les sapeurs-pompiers. Aux dernières nouvelles, une réunion de crise sous la houlette de Serigne Saliou Mbacké Bara, président de Baol Transport, a été tenue. Au terme de cette réunion, les angles sont arrondis. Les manifestants sont revenus à de meilleurs sentiments. Pour rappel, les apprentis chauffeurs manifestent leur colère contre la mort dans des conditions mystérieuses d'un des leurs. Ils ont en effet accusé la police d'être l'auteur de ce crime. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi à samedi au cours d'une opération de sécurisation. Deux victimes collatérales des fêtes de Tabaski à Ourossogui. Deux patients sont décédés lors de leur évacuation respective vers d'autres établissements. Sur place, le seul chirurgien de l'hôpital était absent. Ali Bandelian. La couverture sanitaire est loin d'être des meilleures dans la région de Matam. Les populations de cette région qui ne disposent que d'un unique centre hospitalier à Ourossogui n'ont presque pas accès à des soins de santé de qualité. L'absence de l'unique chirurgien parti récemment fêter la Tabaski en famille a fait au moins 2 victimes. Une femme en évacuation vers Touba et un professeur victime d'un accident de moto.
Nous, à Matam, nous ne le sentons pas. Un hôpital où il n'y a pas de chirurgien, où les gens meurent à la première minute s'ils ne bénéficient pas d'évacuation. Je pense que l'exemple le plus patent, c'est vraiment le principal de collège qui est décédé avant-hier. Il était dans un coma très avancé, il avait besoin d'une assistance et malheureusement pour lui, on a cherché une évacuation d'urgence, on n'avait pas aussi de possibilités. En ce qui concerne le système de santé, l'État ne suit pas pour les populations de Matam. Et là, franchement, nous en prenons acte et demandons le plus rapidement à ce que les gens se corrigent parce que nous souffrons quand même de cette situation. Matam est une région à part entière et non une région entièrement à part. Il faut que les gens se corrigent dans les plus brefs délais et que les populations de Matam, le plus normalement possible, bénéficient des soins de santé de qualité. Face aux nombreuses évacuations sanitaires vers Saint-Louis et Touba, l'administration de l'hôpital de Ourossogui explore toutes les pistes possibles pour tenter de disposer de plus de médecins spécialistes. Effectivement, on a des difficultés, franchement ça il faut le dire, mais nous ne sommes pas fatalistes, hein. On est là pour régler les problèmes. Donc nous avons un problème de gynécologue, un problème de... Le chirurgien il arrive aujourd'hui normalement, mais on a un problème d'autres spécialistes tels que un anesthésiste réanimateur. Donc je suis en train de préparer une lettre donc, à l'intention du conseil d'administration pour essayer de faire un petit réaménagement budgétaire qui va nous permettre de recruter ces deux spécialistes. Essayer de recruter un gynécologue, essayer de recruter un médecin anesthésiste réanimateur en attendant que le ministère de la Santé nous affecte ces spécialistes. Bon, actuellement on n'évacue plus sur Saint-Louis, on évacue sur Touba ou bien sur Dakar. Mais les évacuations nous coûtent excessivement cher et il y a des malades qu'on ne peut pas évacuer par la route. Il y a des malades qu'on peut évacuer que par avion ou bien par hélicoptère. Actuellement nous disposons de 2 ambulances médicalisées. Le retour du chirurgien fait pousser un ouf de soulagement pour les malades qu'il fallait évacuer. Mais à l'hôpital de Ourossogui, il n'y a pas toujours de gynécologue, de pédiatre, d'anesthésiste réanimateur et encore moins d'un cardiologue. Des manquements sur lesquels le ministre de la Santé est fortement attendu. Pèlerinage à la Mecque 2013, le Sénégal perd 3 de ses pèlerins. Salassar est la dernière et la 3e. Elle est originaire de Thiès. La défunte a rendu l'âme suite à un malaise à l'embarquement. L'appareil a atterri tôt ce matin avec à bord près de 300 passagers. Il s'agit du premier vol retour de cette édition. Maïmouna Ndiaye, reportage. Hangar des pèlerins à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Cette dame attend sa famille qui doit venir la prendre. Épanouie, elle se dit satisfaite d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Aller à la Mecque, il n'y a rien de tel. Que des merveilles. Je dis Alhamdoulilah. C'est que du bonheur. Je souhaite que ça soit accessible à tout musulman. Après plusieurs semaines au lieu saint de l'islam, ces pèlerins foulent à nouveau le sol sénégalais avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons été à la Mecque, nous prions Dieu pour qu'il exauce nos prières. Bon, nous avons prié pour que le Sénégal aille de l'avant. Bon, nous demandons aussi à ce que Dieu accepte toutes les prières qui ont été formulées. Le Hajj, une rude épreuve aux yeux de ces Oudjadj. Pour aller à la Mecque, il faut être jeune. Ça, en tout cas, je le conseille à tout musulman. Parce que quand même, il y a des pratiques qui demandent un peu de force. Par exemple, le tawaf. Là-bas, vous rencontrez les Asiatiques qui sont bien bâtis et vraiment qui vont avec fougue. Donc vraiment, il faut y aller quand on est jeune. Dans ce premier vol, les pèlerins étaient au nombre de 293, dont 180 hommes et 113 femmes. Certains d'entre eux déplorent l'organisation du Hajj 2013. J'aurais voulu que l'État sénégalais quand même fasse un peu plus de rectificatif concernant le comportement des membres de la commission. Parce que c'est des gens que, par exemple, les pèlerins ne voient presque pas. Si je prends l'exemple du comment nous avons été accueillis le premier jour, quand nous avons quitté Maka Médine pour Maka, nous sommes restés presque plus de 2 heures de temps pour rejoindre nos chambres dans le hall de l'hôtel.
Et puis le ministère de l'Éducation a siégé ce matin des élèves professeurs de la FASTEF, de l'École des Arts et de l'ENSEPS qui exigent le recrutement pendant que la tutelle soutient avoir déjà comblé ce besoin personnel. 808 d'entre eux ont été déjà recrutés. Et là, Khalindia Chérifdia. D'un côté, les forces de l'ordre qui veillent au grain, de l'autre, des élèves professeurs très en colère contre les autorités du ministère de l'Éducation nationale. Ils accusent la tutelle d'avoir recruté seulement 808 personnes d'entre eux sur un total de plus de 1600 diplômés des écoles de formation d'enseignants. Nous avons eu le KM, d'autres ont eu le KS, d'autres ont eu le niveau du baccalauréat. Mais jusqu'à présent, après l'application de la liste du ministère, nous avons vu que sur 5 sortants, seul un est affecté. Oui. Est-ce que vous le savez, le ministre n'a pas le droit de recrutement. Nous, par exemple, on a tout quitté. La fac, certains étaient à la faculté. D'autres avaient un petit travail. Mais dès que tu réussis au concours direct, là, tu te dis que tu as déjà un travail. Donc, on ne peut pas admettre tout quitter. Et puis, on revient jusqu'à la dernière minute, on te dit non, on prend tant de personnes, ce qui n'a jamais existé. Après ce sit-in, les représentants de ces nouveaux professeurs de collège et de lycée sont pourtant reçus par le ministre de l'Éducation lui-même en présence du médiateur de l'UCAD. C'était pour discuter sur nos collègues enseignants qui n'ont pas été affectés. Alors donc quand on a discuté avec lui, on s'est rendu compte que pratiquement lui il ne peut rien régler. Alors il dit qu'il va essayer de rencontrer ses collègues ministres pour discuter sur un certain nombre de questions. Qu'il y avait en 2011 un quota qu'ils avaient affecté à l'UGB de Saint-Louis et à la FASTEF. Donc ce quota-là aussi, nous voulons vérifier cette lettre-là au niveau du rectorat pour voir exactement est-ce que ça a été respecté. Cette année, ils disent que le gouvernement a décidé de recruter 808 enseignants. Ce qu'ils ont fait, maintenant ils ont laissé en rade 1000. Alors les 1000 autres, ça ne dépend pas de lui parce qu'il y a une solidarité gouvernementale, c'est en réunion gouvernementale que ça a été décidé. Maintenant, nous, ce que nous comptons, puisqu'ils ont un chef au niveau du gouvernement, c'est Madame la Première ministre, c'est elle que nous voulions rencontrer, qui va appeler en même temps le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, l'Éducation nationale et le ministère aussi de l'Éducation pour voir ensemble comment faire, comment régler la question des 1000 autres qui sont restés en rade. Des représentants de syndicats d'enseignants ont également sonné la mobilisation pour les soutenir. Nous sommes là pour dénoncer une forfaiture commise par le gouvernement de Macky Sall à travers Serigne Mbaye Thiam, qui a violé systématiquement le décret 2009-1266 qui stipule que tous les sortants de la FASTEF et des écoles de formation doivent être intégrés dans la fonction publique après un an d'exercice. Serigne Mbaye Thiam n'a aucune prérogative pour affecter et pour recruter des enseignants. La seule prérogative qui est la sienne, c'est d'affecter les professeurs sortis de ces écoles de formation. Aujourd'hui, s'il ne les affecte pas, malgré les immenses besoins en éducation des populations, on a refusé l'ouverture d'établissements simplement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'enseignants. Ceux-là ne sont pas des enseignants. Ce ne sont pas des enseignants. Ils n'attendent qu'à servir le pays. Le ministre de l'Éducation nationale déclare avoir recruté en fonction des besoins exprimés. Il prévoit une deuxième rencontre avec les manifestants le 29 octobre. Chérif Dia, le ministre soutient par ailleurs rester tout de même ouvert à l'échange avec ses élèves professeurs. Serigne Mbaye Thiam qui déclare explorer de nouvelles pistes, des pistes dans celles des établissements privés. Écoutez-le. La santé, l'agriculture a été autorisée à recruter 808 professeurs pour ce qui est de l'enseignement moyen et secondaire, 2188 élèves maîtres et 100 professeurs de l'enseignement moyen et secondaire pour ce qu'on appelle les disciplines en péril. Ça veut dire les disciplines où on a un déficit d'enseignants. Maintenant, pour ce qui est des autres professeurs qui ne seront pas pris, nous allons explorer d'autres solutions. Il sera peut-être de réactiver la convention État-employeur privé du secteur de l'éducation pour voir comment nous pouvons aider certains à s'insérer, en sachant qu'il y en a même qui veulent déjà des autorisations pour aller enseigner dans le privé, et nous avons retenu de leur faciliter ces autorisations-là. Voilà, nous avons donc décidé donc de leur faciliter ces autorisations pour aller enseigner, parce qu'il y en a qui en ont fait la demande. Et je dois indiquer que quand je les ai reçus aujourd'hui, j'ai reçu une délégation, parce que je leur ai dit que de toute façon, que vous fassiez un sitting ou pas, c'est notre rôle, nous, gouvernement, quand il y a des Sénégalais qui sont dans le désarroi, quelque part, de pouvoir les recevoir et de leur parler. La raison de la transformation de l'école normale en FASTEF,
c'est que l'université est libre de recruter les gens qu'il veut. C'est ça. Quand on transforme ça en faculté, c'est la même chose que la faculté de sciences juridiques, que la faculté de médecine, de sciences éco, de sciences. Celui qui est dans ces facultés-là n'a pas une garantie d'être recruté par l'État. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective, du moins dans certains établissements de la capitale sénégalaise. Les cours ont même démarré au CM Abdoulaye Mathurin Diop. L'école primaire Amadou Bamba Mbakhane Diop a démarré les classes également, malgré l'état peu accueillant des lieux. Atanarba, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf ont constaté. Des flaques d'eau et des classes en réfection sur le décor de l'école Amadou Bamba Mbakhane Diop. Et pourtant, la rentrée est bien effective dans cet établissement dont l'État laisse à désirer. Il y a 4 classes actuellement qui ne sont pas encore fonctionnelles. Elles ne peuvent pas accueillir les élèves parce qu'elles sont sous haute réfection. Elle est bien effective parce que le personnel, l'équipe pédagogique est là. Voilà, les élèves se sont présentés comme d'habitude. D'ailleurs, c'est la rentrée du 9 qui a occasionné cette effectivité-là des élèves, parce que dès le 9, la rentrée des élèves, j'avais averti les parents que tout juste après la Tabaski, on reprend le travail. La rentrée est effective dans beaucoup d'écoles de la capitale sénégalaise. Le collège d'enseignement Abdoulaye Mathurin Diop a démarré les cours même avant la Tabaski. La rentrée, comme vous le constatez, nos élèves sont venus, parce que chez nous, la rentrée s'est déroulée donc en 2 étapes. La première étape donc c'était donc les réinscriptions à partir donc du 2 septembre. Ensuite, il y a eu donc la rentrée du 7 octobre avec assemblée générale de rentrée de classe, distribution des emplois du temps et le démarrage systématique des cours le lendemain. Donc juste avant la fête de Tabaski, nous avions travaillé pendant 2 jours. Une année sans faille, c'est le vœu le plus cher pour ses élèves, parents et professeurs. Mon plus grand souhait par rapport donc à cette nouvelle année scolaire, c'est la paix sociale. C'est la paix effectivement au niveau donc des établissements. Que l'année scolaire se déroule normalement sans problème. Pour cette rentrée 2013-2014, les cours devraient démarrer avant la fin du mois d'octobre sur l'ensemble du territoire. Et puis cette première qui suscite déjà beaucoup d'espoir, le baccalauréat en langue arabe. Plus de 2000 candidats étaient en salle d'examen ce matin. Les futurs bacheliers se projettent déjà dans l'avenir. Atanarba, Nafissatou Silla. Jury 841, salle 24. Les candidats planchent sur l'épreuve de philosophie arabe. Il s'agit de la première session du baccalauréat arabe organisée au Sénégal. Une belle opportunité pour les candidats. C'est la première fois. Nous avons longtemps rêvé de faire ce baccalauréat arabe. On remercie le bon Dieu et le gouvernement. On avait plusieurs baccalauréats. Chaque école privée organisait son bac. Et en fin de compte, on ne savait plus à quel sens se vouer. C'est eux qui sont organisés en comité de veille et qui ont rencontré les autorités pour qu'on organise un baccalauréat similaire au bac S2, L2, L' et G. Et les autorités ont travaillé dans ce sens pour aboutir à ce baccalauréat qui vient régler vraiment une question d'injustice, si on peut l'appeler ainsi. Ce baccalauréat se déroule en même temps que la session de rattrapage du baccalauréat général. Il s'étend sur 4 jours et comprend plusieurs épreuves. Aujourd'hui, nous avons fait la philosophie. Cet après-midi, nous allons composer en français et demain, nous plancherons sur l'étude islamique générale. Les épreuves de mathématiques sont prévues l'après-midi. Puis après, on fait l'anglais, la langue arabe et le jeudi, nous ferons l'oral de français. Oral français quoi. Il y a le prof de philosophie qui vient de quitter, qui dit que les sujets étaient abordables. Ils vont faire le français dans l'après-midi et ils vont continuer avec les mathématiques, l'anglais, l'histoire et la géographie, l'oral de français, sans compter l'éducation physique et sportive qui a été déjà faite le 10 passé. Une première pour ces futurs bacheliers qui espèrent qu'il y aura une continuité dans la période post-baccalauréat. Certains candidats voient déjà loin après l'obtention du parchemin. Après l'obtention du bac, on voudrait intégrer directement l'université. Pourquoi pas avoir les moyens d'aller étudier à l'étranger? Souvent, ceux qui ont étudié l'arabe sont confrontés aux problèmes d'emploi. Ils sont souvent des prêcheurs dans les radios ou télévisions où ils enseignent l'arabe seulement.
arabe ngay mën a nekk. man lu nekk sama yéene mooy génn réew mi. Moi je souhaite aller étudier dans les pays arabes ou même en Europe, à Sorbonne, en France ou aux États-Unis d'Amérique. États-Unis wala feneen ak feneen ci monde bi fépp fu ñu am. Les candidats pour ce baccalauréat arabe sont au nombre de 2248 répartis en 7 jurys au Sénégal, dont 2 à Dakar. Les futurs étudiants souhaitent leur intégration dans le système universitaire et plus tard être insérés dans le marché de l'emploi. Aliou Goloko est avec moi sur ce plateau. Aliou Goloko est journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Aliou, nous parlons malheureusement ce soir d'une triste actualité, la disparition de Bruno Metsu qui a été inhumé ce matin. Alors vous avez eu la chance d'assister à la campagne de 2002, aussi bien au Mali, en Corée et Japon, des campagnes qui ont été relativement couronnées de succès. Cet homme dont on dit qu'il était qu'il entretenait des relations plus amicales que professionnelles, a fait des résultats jusque-là jamais égalés. Qui était cet homme? Bruno Metsu, Abdou Karim de son nom musulman, puisqu'il s'est converti à la religion musulmane avant de quitter ce monde. Bruno Metsu est peut-être l'entraîneur qui a le plus marqué le football sénégalais, pour la bonne et simple raison qu'au jour d'aujourd'hui, il est celui qui a atteint une finale de Coupe d'Afrique des Nations et un quart de finale de Coupe du Monde pour une première participation. Donc les Sénégalais gardent forcément de lui le souvenir de l'entraîneur qui a eu le plus grand succès à la tête du football sénégalais, mais surtout l'entraîneur qui avait détonné son monde, le monde du football, par ses qualités de management. Il avait une manière de manager son groupe qui était aux antipodes peut-être de ce que les gens voulaient placer au niveau du football de haut niveau. Mais je pense que ça lui a réussi parce qu'avec ses qualités de management, il est parvenu à mettre l'équipe du Sénégal sur le toit de l'Afrique et peut-être pourquoi pas aussi sur le toit du monde, puisqu'on a atteint le quart de finale de la Coupe du Monde avec les 8 dernières équipes qualifiées. Alors vous l'avez dit, c'est un homme qui est arrivé et qui a bouleversé absolument les modèles établis, les modèles classiques. Et du coup, ça amène certains à parler de coup de chance. Alors, est-ce vraiment un coup de chance ou plutôt un désordre organisé, pour ne pas dire un bordel organisé? Non, pas un bordel organisé, pas un désordre organisé, et encore moins un coup de chance, parce que c'est vrai qu'au début, nous tous pensions que Bruno devait sa notoriété et son succès à la sélection nationale du Sénégal, ce qui s'est avéré faux, puisque une fois parti du Sénégal, il est davantage devenu un entraîneur à succès. Il a remporté une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Asie des Nations, il a remporté la Ligue des champions d'Asie avec les différents clubs qu'il entraînait dans le golf, et il est devenu, et c'est Mourinho d'ailleurs qui le disait, que lui il est certainement peut-être l'entraîneur qui connaît le mieux côté en Europe. Bruno Metsu est peut-être l'entraîneur le plus titré en Asie. Et ça fait de lui un entraîneur respecté par le métier. Et souvenons-nous d'ailleurs qu'il était à 2 doigts de signer à l'Olympique de Marseille, puisqu'il avait été par moment convoité avant qu'il ne recrute Eric Guéret. C'est pour dire que c'était devenu un entraîneur de haut niveau, un entraîneur de niveau mondial, parce que Marseille reste le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Incompris également. Incompris, oui. Incompris parce que sa qualité de management était nouveau. Vous savez, la nouveauté, elle dérange tous les jours. C'est un entraîneur qui fonctionnait à l'affectif. C'est un entraîneur qui était très proche de ses joueurs. C'est un entraîneur qui protégeait beaucoup son groupe et qui refusait qu'on attaque ses jeunes joueurs. Et c'était ses perles, comme il le disait lui-même. Et pour ses gamins, pour son équipe, pour ses joueurs, il était prêt à tout. Et du coup, ça a pu créer par moments des tensions avec les médias, avec même peut-être certains dirigeants. Mais au finish, il avait le dernier mot puisqu'il arrivait à tirer le maximum de cette équipe. Et il le dit d'ailleurs 10 ans après, lorsqu'il a revu le match Sénégal-Turquie, qui était pour les quarts de finale, il s'est dit qu'on avait les moyens de faire une demi-finale parce que cette équipe, ce groupe qu'il avait façonné à sa manière, n'a pas pu donner toute la plénitude de son talent ou de ses capacités lors de cette Coupe du Monde 2002. Et c'est son plus gros regret. Alors Bruno Metsu attribuait, si vous voulez, comme lui il le dit d'ailleurs, il attribuait deux aspects aux joueurs. Le joueur et l'homme. Mais l'homme d'abord avant le joueur. Comment est-ce qu'il le traduisait sur le terrain, vous qui l'avez côtoyé pendant ces 2 campagnes? Déjà lui-même par son comportement, parce que c'est quelqu'un qui était toujours serein sur le bord de touche. C'est un entraîneur qui ne s'emportait jamais, qui ne paniquait jamais, même pendant les phases faibles, les moments faibles de son équipe. Il arrivait toujours à être serein sur le bord de la touche et il transmettait cette sérénité
Et la sérénité, c'est peut-être une vraie qualité humaine chez quelqu'un, surtout dans le milieu du sport. Donc, il a su transmettre cette sérénité à ses joueurs, mais surtout cette confiance. Cette équipe du Sénégal de 2002, cette génération, c'était une sorte de rouleau compresseur. Même lorsqu'elle était menée sur un match, on avait la certitude, les hommes de médias, les supporters et les joueurs eux-mêmes y compris, que cette équipe pouvait toujours refaire ses retards. Elle a été menée pendant la demi-finale de la Coupe du Monde 2002 contre le Nigeria. Elle est arrivée à renverser la tendance. Pareil pendant la Coupe du Monde en quart de finale contre la Suède, grâce au but en or de Henri Camara. Oui. Et donc c'était ça qui faisait la force de cette équipe. En plus d'avoir de bons joueurs, il avait pu transformer ces joueurs en hommes, de vrais guerriers. Et je pense que le moment le plus symbolique ou ce qui traduit la manière la plus parfaite de cela, c'est le discours aujourd'hui qui a été fait par le capitaine Aliou Cissé lors de la levée du corps, lorsqu'il désignait Bruno Metsu comme le mentor de leur carrière sportive. Et ça se vérifie. C'est avec Bruno Metsu que les joueurs sénégalais ont franchi un palier. Au sorti de la Coupe du Monde, El Hadji Diouf et Salif Diao signent à Liverpool, une première dans l'histoire de notre football. Tony Silva passe de remplaçant à Monaco comme gardien titulaire à Lille. Kalilou Fadiga signe à l'Inter de Milan. Tant d'autres joueurs sénégalais, Aliou Cissé et Ferdinand Coly vont en Angleterre, ils traversent la Manche, ils quittent le championnat français pour le championnat anglais, réputé être le plus beau championnat du monde. Et dans la foulée, les Habibé, les Amdi Moustapha Faye ont tous signé dans le plus beau championnat du monde qu'est la Première Ligue. Et ça, ils le doivent en partie aussi à Bruno Metsu qui a permis à ces garçons et à ces joueurs de prendre confiance en eux-mêmes. Il les a certainement aidés aussi à échapper à cette folie de grandeur, pour ne pas dire ce complexe qui peut affecter les joueurs qui arrivent à ce stade de la compétition. Et alors, à l'heure actuelle, ça ne marche plus comme avant. Est-ce que nous sommes retombés dans cette ambiance qui coince et qui empêche aux joueurs de s'épanouir? Oui, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé l'entraîneur qui, comme Bruno Metsu, pouvait trouver les mots justes, les mots qu'il fallait pour galvaniser les joueurs sénégalais, parce que depuis le départ de Bruno Metsu, nous n'avons pas encore atteint de demi-finale, nous n'avons pas dépassé le cap des demi-finales en Coupe d'Afrique des Nations, nous ne nous sommes plus qualifiés à la Coupe du Monde. Donc cela veut dire qu'à ce jour, on n'a encore trouvé aucun entraîneur qui a fait mieux que lui. Et des entraîneurs, on en a connu, hein, fût-il sénégalais, européens ou autres, ils sont tous passés, mais aucun n'a encore atteint le résultat de Bruno Metsu. Ça atteste de la qualité du travail qu'il a fait à la tête de cette sélection, mais ça atteste surtout peut-être de la véracité et de la solidité de son management. Certains diraient par exemple qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ces joueurs d'exception que Bruno Metsu avait sous la main. Ces joueurs avaient certes de la qualité, mais c'est Bruno qui en a fait des joueurs d'exception. Et je ne suis pas sûr qu'en termes de valeur intrinsèque, l'équipe actuelle, celle qui joue aujourd'hui, ou celle qui a fait les CAN de 2008 ou 2010, ait quelque chose à envier à l'équipe de 2004. L'équipe de 2004, c'était d'abord des hommes. C'était de grands joueurs avec un ou deux leaders techniques, El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, et le reste de vrais hommes, de vrais guerriers et de vrais patriotes. Et cela m'amène aujourd'hui à dire que on devrait offrir un exemple, cette équipe de 2002, à la génération actuelle, notamment cette équipe qui a 90 minutes d'une qualification de la Coupe du Monde et qui devrait, par l'exemple de ces champions, de cette équipe de 2002, comprendre que défendre les couleurs de son pays, c'est comme aller sur un champ de bataille. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à préserver justement ce legs, cette construction? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à la préserver? Est-ce que cette fibre patriotique manquerait-elle par exemple? Je ne pense pas qu'elle manque, parce que si à la limite, nous autres Sénégalais, ils ont l'habitude de nous traiter d'être chauvins. Le Sénégalais est très patriote, nous aimons tous notre pays, mais c'est vrai que la mayonnaise n'a pas pris depuis Bruno Metsu. Aujourd'hui que nous sommes à 90 minutes d'une qualification de la Coupe du Monde, et c'est le moment de ressortir l'héritage de Bruno Metsu, le legs de Bruno Metsu, et par ricochet également lui rendre hommage. Le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre aujourd'hui, c'est d'obtenir une qualification à la Coupe du Monde. Ça passe par unité, parce que la mort de Bruno Metsu a rassemblé toute la famille du football, toute la famille politique sénégalaise. Cela nous a permis de resignifier à la face du monde notre unité, notre solidarité. C'est cette unité, cette solidarité qui devrait nous servir de viatique pour aller renverser la tendance le 16 novembre contre la Côte d'Ivoire. Alors Aliou, toute dernière question, si vous aviez deux enseignements à tirer de l'expérience Metsu, ce seraient lesquels? J'aurais juste retenu peut-être un homme qui a foncièrement aimé le Sénégal, un homme bon,
un homme serein, un homme courageux, un homme travailleur. Sur le plan pratique, un homme qui a compris qu'on peut travailler et s'amuser. Il y a un temps pour faire chaque chose. Aliou Goloko, je vous remercie, journaliste sportif qui nous parlait du regretté Bruno Metsu, le lion de 2002 qui repose désormais au cimetière de Yoff. Excellente soirée et bonne semaine. Merci.